contrat de surfinancement de l'Agence française de développement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. À la Force Cori pour un Bénin émergent, l'heure est à la mobilisation dans les structures de base. Le secrétaire exécutif national a rencontré les responsables des démembrements du parti dans la commune d'Abomey-Calavi. Paul Humpé est allé rappeler aux militants qu'ils doivent rester mobilisés pour les prochaines élections. Le point avec Ghislain Pouguet et Rodrigue Blondomé. La Force Cori pour un Bénin émergent en mode remobilisation. À la manœuvre ce matin, le secrétaire exécutif national. C'est un redémarrage. Il n'y a que FCBE pour redonner espoir à ce pays. Dans la salle, des responsables du parti dans la 6e circonscription électorale. Au menu des discussions, la prochaine élection législative, la représentation du parti à l'Assemblée nationale, le financement de ses activités. Un parti politique heureux d'avoir en son sein le chef de file de l'opposition. Un parti attendant avec impatience le décret d'application lié à ce statut. Un parti enfin qui a essuyé ici quelques démissions très vite relativisées. C'est démissionner ça. Tu quittes un grand parti pour rentrer dans les mini-frétés. Soyez serein, votre parti se porte mieux. Il faut que nous nous mettions au travail. À la fin de la séance, la mayonnaise de la remobilisation a pris visiblement. Le premier responsable du parti nous a exhortés à aller sur le terrain, à rencontrer les militants, à sensibiliser la base et surtout à nous mobiliser pour que lors des élections législatives de 2023, que nous puissions quand même dire notre mot. Nous sommes encore solides à la 6e circonscription. Même la rencontre d'aujourd'hui, là, ça a été très fructueux. FCBE se porte très bien et l'avenir est certain. L'avenir déjà c'est 2023. La Force Cori pour un Bénin émergent veut laisser derrière lui les échecs du passé. FCBE a les yeux tournés vers l'avenir, désormais. Le Bénin a récemment été élu au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Le pays inscrit ainsi son nom dans le cercle des nations attachées aux droits humains. De quoi retourne concrètement cette nouvelle position du Bénin? Blaise Adampo nous apporte la réponse. Jeudi 14 octobre 2021, le Bénin est élu, dirons-nous, plébiscité par 189 voix sur 193 pour siéger au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Cette élection vient couronner l'ensemble des actions et réformes entreprises dans tous les domaines, tout particulièrement ceux en faveur des principes démocratiques et des valeurs de bonne gouvernance. N'est pas élu au Conseil des droits de l'homme qui veut. On est élu au Conseil des droits de l'homme parce que cet organe est chargé de faire la promotion et la protection des droits de l'homme autour du globe. On est élu dans ce conseil lorsque soi-même on fait montre et on respecte un certain nombre de standards. C'est un hommage à la gestion rigoureuse des réformes institutionnelles. C'est un hommage au respect des droits de la personne humaine dans notre pays. Et on doit saluer l'action d'un gouvernement responsable, d'institutions qui fonctionnent bien et d'une commission nationale des droits de l'homme qui fait aussi son travail de manière vigilante. Le mandat du Bénin au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU couvre la période 2022-2024. Au-delà d'une reconnaissance de la transformation qui s'opère dans l'ensemble du pays, il s'agit pour le Bénin d'assumer dignement ce nouveau rôle et de confirmer sa place au sein des 47 membres du Conseil. Ce à quoi les Béninois doivent s'attendre, c'est que désormais leur pays fait partie de ceux qui jugent les autres, de ceux qui demandent aux autres de respecter les droits de la personne humaine. Donc, cela va de soi que notre pays, s'il ne présentait pas un certain nombre de garanties, n'obtiendrait pas autant de voix pour faire partie de ce conseil-là. Et donc, c'est une responsabilité, et lorsqu'on est investi par l'ensemble de la communauté internationale d'une certaine responsabilité, cela vous interpelle et cela vous pousse à rester parmi les premiers de la classe. Et nous allons le faire sous la direction du président. Sous l'impulsion de son chef, le président Patrice Talon, la diplomatie béninoise se montre plus audacieuse dans le concert du multilatéralisme. Et la qualité des apports du Bénin au débat d'envergure s'en ressent. Cela a encore été le cas lors des travaux de la 39e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, avec le chef de la diplomatie béninoise qui y a représenté le Bénin. C'est une session qui a été fort utile
qui nous a permis aussi de revoir certains éléments du règlement du personnel qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas à jour ou qui n'étaient pas liés sur les standards internationaux. Donc tout ceci nous a fait passer des sessions intenses. Dans sa quête d'une meilleure prise en compte de tous les paramètres sur la question des droits de l'homme, le Bénin va proposer au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine une réforme en profondeur de la Cour des droits de l'homme et des peuples. Cette question-là, de la réforme de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, reste une priorité pour le Bénin. Donc, c'est l'un des sujets sur lesquels nous allons être très attentifs au cours de la prochaine session, parce que c'est une institution qui est certes utile, mais qui doit être réformée du point de vue de la rigueur, du point de vue du respect des souverainetés nationales, mais aussi du point de vue de la conduite des dossiers qui lui sont confiés, parce qu'il y a un mélange de genres, il y a une confusion et qui n'est pas à l'honneur de notre continent. La diplomatie béninoise est en marche et les fruits portent déjà la promesse des fleurs. En témoigne par ailleurs le dossier de la restitution des biens culturels par la France, qui fait déjà école en Afrique et dans le monde. Et dans l'optique du retour des biens culturels, le Bénin se conforme aux normes internationales de gestion du patrimoine. Le gouvernement a donc mis en formation des gestionnaires de patrimoine. Ils renforcent leurs capacités en France. Voici les explications du ministre du Tourisme et son collègue des Affaires étrangères. Avec les partenaires français, nous avons la mobilisation d'un certain nombre d'experts béninois qui sont en ce moment en France, qui bénéficient en ce moment d'un stage professionnel dans le cadre de l'acquisition des compétences relatives aux techniques de manipulation des œuvres. C'est aussi ce que cela a entraîné pour nous, c'est le développement d'une expertise nationale en matière de gestion et en matière de conservation du patrimoine culturel. Il s'agit de sortie des œuvres, nettoyage, le soclage, le montage et démontage de l'exposition, le conditionnement, les mises en caisse. Tout cela, c'est un métier, c'est un parcours professionnel. Nous avons également 3 autres spécialistes du patrimoine qui bénéficient chacun d'une bourse de renforcement de capacité octroyée par le réseau des grands sites de France. Nous avons par ailleurs 60 professionnels du patrimoine qui participent à un cycle de sessions de renforcement de capacité en médiation culturelle animé par l'École du patrimoine africain et d'autres professionnels béninois dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, pour que nous ayons des conditions aux standards internationaux. Ceci traduit une volonté partagée de créer un nouveau cadre relationnel qui facilite l'accès aux œuvres d'art et leur circulation. On a parlé de circulation patrimoniale, on a parlé de coopération muséale. Évidemment, c'est à partir de là que ces œuvres pourront faire l'objet de circulation, c'est-à-dire en fonction des accords que nous aurons avec tel ou tel musée de niveau international, et nous donnant toutes les garanties, il peut y avoir ce qu'on appelle des prêts, des dépôts, comme nous-mêmes, nous pouvons recevoir des œuvres de New York, de Paris, de Tokyo, ou d'Abu Dhabi, ou encore du Cap ou de Jobourg. C'est tout cela qu'il faut retenir, et en fait, c'est un élément clé dans la dynamisation de la coopération bilatérale entre la France et le pays. Et puis, avant leur retour, ces œuvres gardées en France vont être exposées du 26 au 31 octobre 2021 au Quai Branly, célèbre musée français qui met à l'honneur les arts premiers. Suivez les propos des ministres Jean-Michel Abimbola et Aurélien Agbenouchi à cet effet. Du 26 au 31 octobre, nous avons ce que nous avons appelé, avec la partie française, la Semaine culturelle béninoise à Paris, au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Aura lieu une exposition, et pas seulement, également des conférences, tables rondes, des animations culturelles et autres. Donc ça va être la première fois au Quai Branly que les 26 œuvres seront exposées en même temps. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit, mais ces œuvres ont toujours été exposées. Elles n'ont pas toujours été exposées. Certaines œuvres étaient exposées, mais assurément, les 26 œuvres n'ont jamais été exposées en même temps. Donc, cette exposition, ce sera l'occasion de voir les 26 œuvres. Et sur le plan symbolique, je veux dire que les œuvres d'art qui sont issues des palais royaux d'Abomey représentent un chef-d'œuvre culturel, un patrimoine d'exception, comme disent les spécialistes, un patrimoine irremplaçable pour notre peuple et témoigne de l'attractivité et le rayonnement dont ils font l'objet sur les bords de la Seine. Après cela,
nous allons rentrer dans la partie du protocole juridique. Il va y avoir au niveau de la France, le Bénin et la France vont signer un document pour dire, voilà, ces biens qui nous appartenaient, vous appartenaient, mais désormais, ces biens de nouveau appartiennent au Bénin. Donc cet acte sera signé en présence des deux chefs d'État. Je veux aussi dire que sur le plan politique, la vision du gouvernement, la vision du président de la République, c'est d'accorder une place de choix, une place prépondérante à la culture dans le processus de notre développement national. Voilà un peu ce qui peut être présenté comme la valeur de ces œuvres d'art et voilà ce qui a conduit le gouvernement à accorder une importance capitale à cette dynamique-là. À la fin de la semaine culturelle, c'est-à-dire le 31, il faudrait 5 jours francs pour que l'exposition soit démontée et qu'il y ait les mises en caisse et le rapprochement vers la zone de fret, d'où les biens vont être embarqués pour le Bénin. Le mois du consommant local, c'est aussi le mois des collaborations pour promouvoir les produits locaux. Le groupe Super U Erevan et le ministère du Commerce ont entrepris d'exposer dans ce centre commercial les produits made in Bénin. Hospice Rantonou et Igor Ayoso ont fait le tour de quelques stands. Voulez-vous du bon whisky du Bénin, de la farine de cajou, du gâteau à base de fonio et bien d'autres produits locaux? Faites un tour au supermarché Erevan. Dans ces rayons, les produits locaux sont à l'honneur. Nous avons depuis le début du mois une centaine de producteurs locaux qui passent à tour de rôle au niveau de l'IPU aéroport pour présenter leurs merveilles, ce qu'ils savent faire. Et notre manière d'accompagner le gouvernement, d'accompagner également les producteurs, c'est d'accompagner cette activité. Ici, nous avons le wagashi qui est emballé. Pourquoi c'est emballé? C'est parce que aujourd'hui, on retrouve le wagashi dans les rues, au marché, entouré des mouches. Et l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Donc, pour résoudre ce problème d'hygiène, alors là, nous avons pensé comment conditionner autrement nos fromages. Au cœur de ce qu'on peut appeler le marché du consommant local, Bilikis et Estache exposent ici quelques produits et leurs dérivés. Des produits débarrassés des intrants chimiques. Donc tous les produits naturels, spécifiquement le fonio, parce que c'est une céréale produite en Afrique mais méconnue en Afrique. Nous la sublimons à travers différents produits. Vous pouvez en faire du couscous et le consommer chaud ou froid, en salade, en entrée, ou accompagné de poulet, de poisson. Nous sommes dans les anacards, dans la transformation de la noix d'anacarde. Donc derrière moi, vous avez les produits dérivés de la transformation des noix d'anacarde. En exposition du 21 au 24 octobre, ces articles sont réalisés avec les artisans locaux dans une perspective de valoriser les produits made in Bénin. Se retrouver dans les assiettes des consommateurs, c'est le vœu le plus cher des producteurs. Le ministère de l'Énergie poursuit le renforcement de ses techniciens. Ceci à travers une initiative dénommée « Former les compétences locales dans un partenariat école-entreprise du secteur énergétique ». Une alliance qui permet d'arrimer les compétences aux offres d'emploi. Lunaïk Agwaziaou et Benjamin Dinayon. Établir un pont entre les écoles, les entreprises et le ministère de l'Énergie. Un partenariat tripartite à double objectif. Former des compétences locales qualifiées pour le secteur de l'énergie en fonction des besoins du marché et assurer le recrutement des étudiants en fin de formation. Telle est l'ambition des membres de cette plateforme en gestation baptisée la Trilogie Gaillante. Cerner les offres de formation, cerner les besoins en matière de stage, cerner les besoins en matière de besoins de compétences à recruter par les entreprises, cerner les besoins de l'évolution du secteur à travers les différents projets emblématiques qui sont mis en œuvre pour qu'il y ait un bouillonnement, une effervescence qui nous amène à être au rendez-vous des compétences qualifiées.
Pour l'effectivité de la plateforme, une feuille de route a été élaborée par un comité technique de réflexion. Des amendements y sont ici apportés, des contributions diverses pour un but commun. Il est question aujourd'hui de former les jeunes à l'emploi. Il ne faut plus former des chômeurs. Et le secteur de l'énergie, plus qu'un luxe, est une nécessité. Aujourd'hui, même dans le dernier village, nous avons de l'énergie. Il faut bien des cadres à divers niveaux pour s'occuper de ce secteur-là. Présentement, c'est un défi qu'on a. Alors, c'est sûr que la trilogie est la bienvenue, puisque ça va nous permettre vraiment de s'arrimer, que les programmes des maisons d'enseignement puissent répondre à nos besoins. Ces assises se tiennent à la veille de la Journée mondiale de l'énergie et vont permettre, grâce aux prochaines rencontres, au secteur de disposer de compétences avérées pour son développement. À la fin de cette rencontre avec le ministre de l'Énergie, des patrons d'entreprises qui opèrent dans le secteur au Bénin approuvent l'initiative. Voici leurs propos. Et le diagnostic qui a été posé, la feuille de route qui a été retenue, permettent quand même de voir que l'espoir est permis pour que nous n'ayons plus des recrutements infructueux. Parce que par le passé jusqu'à maintenant, lorsque nous demandons, nous mettons sur la plateforme des offres d'emploi, elles nous reviennent souvent de manière infructueuse. On n'arrive pas à trouver les bons profils pour les entreprises, alors que les entreprises, c'est sur la base de ces profils-là qu'elles produisent la richesse. Début novembre, nous organisons une grande action d'envergure à l'époque pour recruter un certain nombre d'étudiants en fin de formation, mais également ces étudiants-là qui ont terminé depuis quelques années, 2-3 ans en arrière, qui vont nous rejoindre en tant que salariés et ils pourront également bénéficier du programme PSIE. Il faut absolument que les entreprises, et, les universités et les ministères travaillent ensemble pour adapter la formation des étudiants aux besoins du pays. Nous, on a en permanence 4 à 5 stagiaires qui viennent nous rejoindre et qui suivent un programme de formation pendant 2 à 3 mois ou 4 mois. Et donc, malheureusement, on ne peut pas augmenter notre capacité en personnel. Donc, on recrute, je dirais à peu près 1 stagiaire ou 2 tous les 6 mois, 4 stagiaires par an. Nous sommes rassurés désormais que les produits que nous sortons, que ces produits pourront, n'est-ce pas, trouver un emploi. Et sincèrement, nous sommes très heureux de participer déjà donc, à cette activité. La Société de gestion des déchets et de la salubrité vient de lancer une formation au profit des nouveaux superviseurs. Leur mission, procéder à l'assainissement du cadre de vie. Ils sont au total 11 à être recrutés. Virgile Rodéon et Mathieu Sokeno. Aucun paramètre en ce qui concerne la gestion technique des prestations de nettoyage, désherbage, piquetage et de gestion des déchets solides et ménagers n'échappera aux nouveaux superviseurs de la SGDS, Société de gestion des déchets et de la salubrité. L'objectif de la rencontre de ce matin, c'est de former les nouveaux superviseurs aux techniques de contrôle et de suivi des prestations que nous avons confiées aux petites et moyennes entreprises. Pour y parvenir, c'est-à-dire garantir les qualités des prestations, il faut absolument un dispositif efficace, d'où l'importance et toute l'utilité du poste de superviseur. À travers cette formation, la SGDS tient à s'assurer de la capacité de ces nouveaux agents de terrain à suivre convenablement l'exécution des missions assignées aux petites et moyennes entreprises dans leurs différentes composantes. Et la première composante, c'est la gestion des déchets solides et ménagers. Il y a l'autre composante, le balayage, le désherbage et le piquetage de nos rues. Et nous avons la troisième composante qui est le curage des ouvrages d'assainissement qui se fait 4 fois par an et l'entretien des collecteurs à ciel ouvert qui se fait 2 fois par mois. Il faudrait que nous assurons que ce travail est bien fait. Le contrôle et le suivi au niveau de la SGDS est informatisé. Il s'agit donc de 3 jours de formation théorique et pratique pour mettre au pas les nouveaux superviseurs de la SGDS. Direction à Vlékété, dans la commune de Ouida. Le site va bientôt abriter le plus grand village de vacances ouest africain. En attendant le démarrage des travaux, les personnes affectées par ce projet sont indemnisées. Elles ont reçu chacune un chèque de 3 millions et une parcelle. Ghislain Pouguet et Mathieu Sokeno. Dans cette salle de réunion, les visages sont anxieux.
Le gouvernement a promis indemnisation et relogement. Le fera-t-il ou pas? Attente et inquiétude. La délégation entre dans la salle. Une première annonce d'importance. Ceux dont les dossiers sont à jour reçoivent leur chèque aujourd'hui. Le soulagement. Et les allocutions et déclarations se succèdent. Les recensements ont été effectués. Les enquêtes ont été organisées, ce qui nourrissait l'impatience des populations qui s'interrogeaient de savoir à quel moment on va passer à la phase pratique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ce qui va être fait ici va être d'une richesse inestimable pour la commune de Ouidah et pour vous-même, population d'Ablékété. Vous serez les premiers bénéficiaires et c'est votre vie qui va changer. Je me réjouis de cet accompagnement qui permet d'atténuer les difficultés liées aux concessions que vous avez pu faire. Nous devrions vous remercier pour avoir accepté de faire les efforts qu'il faut. Cette première cérémonie de remise de chèques est une preuve convaincante de la fidélité du gouvernement à son engagement à travers l'effectivité du PAG. Les bénéficiaires entrent en possession de leur chèque. Deuxième annonce de ce matin. Chacun a une parcelle pour y construire sa maison. Comme si le temps pressait, tout le monde se met en route pour le site réservé au relogement. Ici, les populations reçoivent leurs parcelles effectivement. Un appel est lancé, que les retardataires se mettent en règle. Ils recevront chèque et parcelle. Les travaux d'assainissement dans la ville de Cotonou vont bientôt connaître une nouvelle phase. L'entreprise Sogea Satome vient de signer un contrat de travaux sous financement de l'Agence française de développement. Première zone concernée, Menontin et Agla. Blaise Adampo et Bruno Hoteko. En novembre prochain, et cela pour une durée de 15 mois, les quartiers Menontin et Agla des 9e et 13e arrondissements de Cotonou vont connaître des travaux d'assainissement d'ampleur. Il s'agit d'une réponse au phénomène récurrent d'inondation dans ces deux localités. Une chose possible grâce au programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, un projet du gouvernement. Au-delà de l'aspect environnemental, le PAPC contribuera à l'amélioration de la qualité de vie des populations en matière de sécurité dans leurs lieux d'habitation, matière de santé. C'est avec le même niveau d'engagement et d'exigence que nous conduirons les travaux pour préserver les milieux naturels avec lesquels nous interagirons. Nous vous donnons l'assurance que tout ce qui est de la responsabilité de l'agence sera fait pour que ces délais soient respectés. La signature du contrat des travaux financés par l'Agence française de développement avec l'entreprise attributaire Sogea Satome annonce une bonne nouvelle pour les habitants des deux quartiers. Plus l'investissement est grand, et plus nous devons travailler à pérenniser ce qui se fait. Cet engagement, nous le prenons, nous y travaillons d'ailleurs et nous comptons sur vous. Chaque fois que nous posons une pierre en plus, c'est le PAG qui avance, c'est le Bénin qui se construit et tout ce qui arrive aujourd'hui le constate aisément que nous avons raison de faire des études sérieuses. Au terme des travaux, les conditions de vie des populations des quartiers Menontin et Agla vont être considérablement améliorées. Toutes choses qui participent à la réduction de la pauvreté. Et puis, de nouveaux moyens sont déployés pour prévenir les inondations et autres catastrophes dans le bassin de la Volta. Ces moyens se déclinent en stratégie de surveillance. L'autorité du bassin de la Volta a organisé un atelier à cet effet. Patrick Diossou et Simon Villon. Terminus. Tous les participants s'éclipsent du deuxième atelier national de renforcement des capacités et de production des cartes de risque d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Volta. Depuis mars 2021, on en est au 8e mois d'un processus engagé dans les 6 pays servis et desservis par la Volta. Processus qui voltige jusqu'au présent atelier. Que faut-il alors en retenir? On peut retenir l'aspect plus important qu'on a vu, c'est le grand besoin d'avoir des données actualisées pour ce qui concerne les aspects liés à l'exposition, à la vulnérabilité et aux conditions qui sont nécessaires pour étudier le risque d'inondation et de catastrophes. Les cartes sont des outils de prise de décision, non seulement pour prévenir la population contre les risques d'inondation et de sécheresse, mais ça peut permettre également d'évaluer et de mettre en place un système
qui puisse permettre quand même d'amener la population à faire face aux risques d'inondation et de sécheresse, notamment leur résilience, leur capacité d'adaptation. Dans les prévisions saisonnières, nous prévoyons les risques d'inondation qu'il peut y avoir, mais nous ne faisons pas la cartographie des risques. Du 19 au 21 octobre 2021, cadres et techniciens de structures tournant autour de la gestion intègre et intégrée de l'eau ont conquis et acquis une provision d'outils de prévision afin de donner l'alerte et de sonner l'alarme face à d'éventuelles inondations. Actualité sportive, le Burkina Faso et son gouvernement soutiennent la Confédération africaine des sports boules dans l'organisation des 8e championnats d'Afrique de pétanque sur son territoire. En visite de travail à Ouaga, une délégation de la dite confédération a été reçue par le chef du gouvernement et le ministre des Sports du pays des hommes intègres, ainsi que par le président du Conseil supérieur de la communication, William Bassabi et Wenceslas Awaimo. Le professeur Christophe Dabiré, Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso, recevant le courrier du président de la Confédération africaine des sports boules, Ibrahima Idrissou, des mains de son émissaire. C'est l'image forte de l'audience accordée à la délégation de la Confédération africaine des sports boules et les membres de la Fédération burkinabé de pétanque à la primature. Le Burkina Faso est prêt pour accueillir l'Afrique de la pétanque au mois de novembre. Ça a été un plaisir donc d'échanger avec cette délégation et surtout de leur donner des assurances sur la disponibilité du Burkina Faso à prendre toutes les mesures possibles de manière à ce que cette rencontre se déroule dans de très bonnes conditions. Toutes les dispositions sont prises au plus haut sommet de l'État pour que l'Afrique de la pétanque se retrouve ici. Avant l'étape de la primature, la délégation était l'hôte de Dominique Nana, ministre des Sports et des Loisirs, qui non seulement rassure la Confédération africaine des sports boules sur la tenue des 8e championnats d'Afrique, mais lève un coin de voile par rapport au volet infrastructure sportive du programme d'action du gouvernement en cours au Bénin. Mon secrétaire général était à Cotonou il y a quelques mois. Il a vu votre projet des 22 stades et ça nous a beaucoup inspiré. On va bientôt envoyer une délégation qui va aller s'imprégner de votre expérience pour qu'on puisse le faire ici aussi. En ces deux audiences ministérielles, la délégation de la Confédération africaine des sports boules a été reçue par Soanla Mathias Tankwano, président du Conseil supérieur de la communication, passionné des sports boules et conseiller du président de la Fédération burkinabé de pétanque au siège de l'institution qu'il dirige. Les garanties données par ces différentes autorités au plus haut niveau de l'État burkinabé à la délégation de la Confédération africaine des sports boules ouvrent au-delà des 8e championnats d'Afrique une nouvelle ère de collaboration entre l'institution du président Ibrahima Idrissou et le Burkina Faso qui nourrit de grandes ambitions pour les sports boules. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À Bomey-Calavi, ce mercredi soir, aux environs de 15h, une certaine effervescence s'empare de l'orphelinat Claudio Mieko d'Agassa Godomé. La descente en ces lieux de cette délégation du groupe Bolloré et Canal+, soulève un sentiment de joie à peine dissimulé. Les émissaires de la filiale du groupe français à Cotonou s'invitent à une œuvre sociale. Ils ont offert des kits scolaires et des vivres aux pensionnaires de l'orphelinat. Le groupe Bolloré organise chaque année un marathon et à l'occasion de ce marathon, nous collectons au niveau du groupe 2000 francs CFA par agent dans tout le monde entier qu'on remet à une ONG de renommée internationale. Les ONG du type UNICEF, SOS Enfants, et en même temps, les filiales locales ont le choix de faire des donations à des œuvres caritatives locales. Et c'est dans ce cadre-là qu'on nous a fortement recommandé cet orphelinat qui épouse un certain nombre de nos valeurs, à savoir
l'excellence. Parce que quand on apprend qu'un orphelinat, avec le peu de moyens dont il dispose, réussit à faire 100% au CEP, 100% au BEPC et 100% au bac, on n'a pas hésité tout de suite. C'est très inspirant pour nous parce que l'éducation, c'est une des valeurs qu'on a au sein du groupe Canal+. L'excellence est également une des valeurs. Semble être une valeur que vous partagez également. Vous êtes des filles et des jeunes hommes inspirants qui avaient à cœur d'avoir une bonne éducation. Tout à l'heure, la jeune fille disait que son rêve, c'était d'aller à l'école, que celui de beaucoup d'entre vous, c'était d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est chose faite. Vous recevez une éducation, donc c'est important que vous puissiez capitaliser dessus et prendre ça au sérieux. Jour de fête pour les petits-enfants, ils ont accueilli chaleureusement la bonne nouvelle. Tout en exprimant leurs mots de reconnaissance aux donateurs. Pour faire face à nos diverses dépenses quotidiennes, notre sang ne compte que sur la générosité de précieux donateurs comme vous. C'est en cela que votre visite de ce jour vient à point nommé. Face à ces nombreux présents, nous ne pouvons que dire merci. Que le Seigneur vous comble dans tous les aspects de votre vie. Cependant, nous sommes loin d'atteindre tous nos objectifs par manque de moyens. De ces objectifs, il y a la construction de dortoirs supplémentaires pour accueillir des enfants. Les personnes qui travaillent dans cette maison accompagnent les enfants aussi. Et je demande, comme l'a dit Madame Felico, à ce que Dieu vous protège et bénisse Bolloré et toutes ses œuvres. Que le Seigneur soit avec vous. Des donateurs mayanimes qui ont promis de récidiver avec encore plus de cadeaux. Cerise sur le gâteau, les pensionnaires les plus méritants de l'orphelinat Claudio Mieko auront droit à des stages à Bolloré Transport et Logistique.